nous sommes très heureux d'accueillir ce soir en ouverture les rencontres philosophiques. Et je pense également, en mémoire du fondateur du festival du théâtre du Fort-Antoine, Monsieur Antoine Bataini, et je vous demande d'avoir une petite pensée pour lui. Il aurait été vraiment très honoré de savoir qu'actuellement, ce soir, eh bien, nous accueillons également de la philosophie. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation et je cède maintenant la parole à Charlotte Casiraghi qui va donc vous présenter cette soirée. Très bonne soirée. Bonsoir. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir au Fort-Antoine, au nom des rencontres philosophiques de Monaco, après de très longs mois d'absence. Face à la situation exceptionnelle que nous avons tous vécue ces derniers mois, à cette traversée de l'incertitude, nous nous sommes interrogés au plus profond de nous-mêmes sur notre désir même de faire de la philosophie. Que veut la philosophie? Que peut la philosophie? Que peut-on encore attendre d'elle face aux multiples crises que nous vivons? Ce soir, nous avons donc voulu vous proposer quelque chose d'un peu différent. Ce n'est pas le format d'une conférence classique, mais nous avons voulu partir d'une idée toute simple, de partager avec vous notre désir de la philosophie, de faire de la philosophie et de transmettre la philosophie en s'appuyant avant tout sur la lecture des textes philosophiques eux-mêmes. Il nous a paru donc essentiel de prendre le désir comme point de départ et de repartir de cette impulsion vitale et profonde. Mais le désir s'inscrit d'emblée dans la force et la faiblesse. Il est à la fois impulsion qui nous pousse à agir et faiblesse parce qu'il est toujours manque ou absence. J'ai demandé à chacun d'entre nous, à chacun des membres des rencontres philosophiques de Monaco, de réfléchir à ce désir de philosophie, d'aller puiser donc dans les textes de l'histoire de la philosophie pour retrouver cet élan, cette mise en mouvement de la pensée lorsqu'elle est confrontée à la violence des événements et à des bouleversements profonds qui ébranlent nos repères et nos points d'appui. Robert Maggiori, qui n'a pas pu être là ce soir et qui est un des piliers des rencontres philosophiques, m'a demandé de vous lire un poème de Giacomo Leopardi, le grand maître de la poésie italienne du XIXe siècle. C'est donc un poète que Robert a souhaité convoquer ce soir, et je partage avec lui ce choix de façon très personnelle, car le désir de la philosophie m'est venu par les poètes. Leopardi, dans son célèbre poème intitulé Le Genêt, nous livre la douloureuse vérité de l'expérience humaine et nous dit avec une force incomparable cette vulnérabilité de l'être humain, cette précarité fondamentale de la condition humaine qu'il compare à la fleur du genêt qui pousse sur les pentes du Vésuve. Ce poème, Le Genêt, a été écrit en 1836, peu de temps avant sa mort. Leopardi était à Naples avec son ami Antonio Ranieri et il côtoyait la peste et visitait les quartiers de Naples qui étaient atteints au risque de sa vie. Le genêt, cette fleur du désert, n'est pas qu'un symbole de la précarité matérielle de l'existence, de notre fragilité physique, mais elle est aussi un symbole de résistance et de renaissance. Elle fleurit et adoucit de son parfum la désolation de ce lieu solitaire et dépeuplé où la lave a tout détruit sur son passage. Le poème, en évoquant la terrible éruption du Vésuve, nous rappelle notre misère et notre dénuement, notre fragilité matérielle face à ces puissances destructrices de la nature. Le mythe du progrès ou une quelconque sagesse personnelle ne peuvent rien contre cette précarité. La recherche de la puissance ou de la perfection n'est qu'une quête vaine. La voix de Leopardi s'élève sur la misère du présent, l'égoïsme et l'avarice des jours terrestres. Il livre ainsi la pensée à l'infigurable et la soustrait des doctrines de la providence divine pour la confronter à un vertige, un face-à-face avec la souffrance et la mort. La philosophie n'a pas l'obligation d'énoncer une finalité constructrice, mais la pensée doit d'abord se libérer de l'obligation du certain, pour laisser place à la pure contemplation de l'extrême. Cette conscience irrémédiable de la souffrance humaine
n'empêche nullement de renaître et de résister comme une fleur collective. Je vais donc vous lire le début du poème de Giacomo Leopardi, Le genêt ou la fleur du Vésuve. Sur les flancs calcinés de ce mont formidable, sombre exterminateur de l'homme et des cités, nulle plante ne croit au souffle des étés. Toi seul, sur le versant du gouffre inabordable, tu fleuris et souris et parfumes les airs. Solitaire genêt, qui te plaît au désert. Tel je t'ai vu jadis, noble et charmant arbuste, prodiguant ta verdure et tes rameaux épars, embellir de tes fleurs la solitude auguste, où repose la Rome éteinte des Césars. Tel ici je te vois, sur ces plages brûlées où la lave a durci ses fumantes coulées, lieu triste et dévasté que réjouit ta fleur, ô ruine fidèle et fidèle au malheur. Dans ces champs recouverts de cendres infécondes, où la lave résonne au pas du voyageur, on mugit les troupeaux, mûrit les moissons blondes. Aujourd'hui le serpent au gîte caverneux, se tordant au soleil, y déroule ses nœuds. Là furent des vergers, des campagnes riantes, des vignes sous le poids de leurs grappes pliantes, des villas, frais Éden, consacrés au plaisir. Refuge des puissants aux fastueux loisirs. Là furent des palais et des cités célèbres, que le mont fulgurant au flamboiement funèbre engloutit pêle-mêle, hommes, temples et dieux, sous les torrents vomis par ces gueules de feu. Et tout a disparu. De la plage aux collines, la désolation plane sur des ruines. Qu'il vienne maintenant l'optimiste rêveur, divinisant la race humaine en sa ferveur. Qu'il vienne contempler, béate créature, en quel souci nous a l'indulgente nature. Désir de philosophie. Prendre la parole en public aujourd'hui, après ce que nous avons traversé et devant ce à quoi nous devrons faire face, annonce un engagement singulier et commande une responsabilité devant laquelle nous ne pouvons nous dérober. Nous ressentons tous, à des degrés différents certes, qu'il se joue aujourd'hui quelque chose comme une mutation. La question la plus actuelle est de savoir ce qui s'engage et nous engage dans une prise de parole responsable. Quel est l'appel qui résonne dans notre actualité éprouvée? Et en quoi la philosophie ouvre-t-elle à la possibilité d'un dire et d'un agir responsable? Il est habituel de dissocier la parole philosophique des autres discours, scientifiques, économiques, politiques, juridiques, historiques, par exemple. Depuis Platon, nous le savons, la parole philosophique a toujours cherché à s'élever par-delà les ordres discursifs, portés sur des objets ou des sujets particuliers, afin de dire l'essence du vivant et d'exprimer la vérité des choses, l'être foncier de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure. Or, ce temps des grands systèmes philosophiques, où tout se voit explicité dans une narration et où tout fait sens, où tout événement passé et à venir est compris ou prévu quant à sa vérité fondamentale, où toutes les contradictions, les oppositions, les différends, les crises sont surmontables et effectivement surmontées dans un récit ponctué de maîtres mots, l'être, le bien, le beau, l'histoire, ce temps s'avère aujourd'hui aussi illusoire que révolu. Qu'est-ce à dire? Notre époque, peut-être plus que toute autre dans l'histoire de notre civilisation, témoigne d'impasses ne cessant de s'intensifier et de se multiplier, de se transformer et de muter à un rythme toujours empressé, de s'imbriquer et de s'enchevêtrer en produisant des effets aussi distincts qu'inquiétants. Ces impasses nous forcent à constater en quoi nos facultés d'appréciation, nos facultés de prévision, nos facultés d'évaluation, de jugement,
voir les concepts et les signifiants auxquels nous avions recours en les croyant encore capables de pouvoir saisir ces impasses et les comprendre en vue de les dépasser, de les surmonter, s'avère usé, frelaté, éreinté. En effet, il devient de plus en plus complexe, labyrinthique, voire inconséquent, de déterminer les sources, les tenants et les aboutissants des crises, et de plus en plus impossible de les distinguer entre elles. Mais cette situation, loin d'être seulement désespérante, bien qu'elle puisse le sembler, et elle le semble à nombre d'entre nous, recèle peut-être quelque chose comme une chance. Rappelez-vous ce mot de Maurice Blanchot, il ne faut jamais désespérer de la littérature, que nous faisons nôtre au nom de la philosophie. S'ouvrent peut-être aujourd'hui de nouveaux désirs, comme disait Charlotte, des nouveaux désirs de philosophie, dans ce qu'ils ont de plus vivant, là aussi, de plus ardent. Non pas des désirs de revenir à la source première ou de revenir à une origine immaculée de la pensée philosophique, mais des désirs entièrement portés par l'inventivité d'autres formes et formats, d'autres figures et expositions, d'autres styles et dispositions de rencontres, d'autres tonalités pour s'écouter, d'autres expressivités pour se parler. Des désirs de philosophie tournés vers l'avenir et vers ce qui pourrait y survenir, non pas en se détournant simplement du passé, surtout pas, mais en reprenant entièrement notre rapport à lui sans jamais fixer les contours signifiants des événements qui nous reviennent depuis le tréfonds de notre passé, nous allons en parler, ou nous arrivent depuis cet avenir foncièrement imprévisible. Prendre la parole aujourd'hui en philosophie, c'est peut-être d'abord et avant tout dire ses désirs d'avenir, non sans lien avec ses désirs de relire autrement notre passé. La force de ce désir réside dans le tâtonnement et l'hésitation, dans le refus de tout comprendre et de tout saisir, pour inspirer un engagement inédit, inciter à l'invention d'agir inusité et éveiller une singulière responsabilité au nom de l'avenir. C'est dire en quoi notre responsabilité doit aujourd'hui se risquer à agir, à penser par-delà les règles communément partagées et acceptées, ou les cadres préalablement fixés ou déterminés. Car agir et penser s'accompagnent aussi de l'urgence, tout comme de l'exigence de pouvoir encore promettre un avenir au monde et aux vies de demain. C'est pourquoi, et peut-être plus que jamais dans notre histoire, une certaine nécessité s'impose à la philosophie et aux philosophes. Agir concrètement, non seulement en se permettant de poser toutes les questions face à une réalité complexe, mais aussi et surtout en inventant des questionnements inédits. Savoir agir non seulement en soulevant chaque fois les contradictions possibles et effectives de telle et telle situation, et de ce qui l'assaille depuis notre passé, et de ce qui le surprend déjà depuis notre avenir. Savoir agir en engendrant des trajectoires de pensée inusitées, des lignes de fuite, comme disait Deleuze, qui sans nous extraire du monde et de ses transmutations, nous y ramènent sans cesse, en nous les faisant revivre pour les rejouer et y déceler chaque fois singulièrement, comme disait Jacques Derrida, des excès et des surcroît d'engagement. Nous l'avons dit, une certaine nécessité s'impose aujourd'hui à la philosophie. Les philosophes se doivent de ne plus demeurer confinés dans leurs discours et leurs interrogations circonscrites. Les imaginations, les spéculations les moins déterminées dans notre contexte toujours trop déterminé. Et ce faisant, refuser le simplisme de la répétition de schèmes. Oser risquer des questions les moins déterminées, multiplier les discours, multiplier les interrogations encore impensées, voire même impensables, dans le cadre existant ou préexistant. La philosophie, le philosophe, doit être partout, dans la police, au fait des enjeux institutionnels, politiques, socio-économiques, culturels, etc., etc., tout en se situant en retrait, ailleurs, pour se faire le gardien d'une idée impensée, voire impensable du vivre ensemble. Tout avenir dépend en effet de cette tension. Être partout et ailleurs. Si difficile à assumer, mais ô combien responsable.
La philosophie et les philosophes devraient, dans la même parole et la même action, se situer au cœur de la plus aiguë des concrétudes et des enjeux de notre actualité, tout en se risquant à porter le plus abstrait des idéaux. Nous entendrons ce soir les voix de philosophes ayant cherché à se confronter à ce qu'il y a de plus singulier, on va beaucoup parler de ça, de plus déchirant et inquiétant dans notre vécu historique. Nous accompagnerons leur manière de plier la pensée, en vue de forcer la réalité à ne pas se complaire en elle-même, afin de la faire parler autrement, pour permettre la transformation, la métamorphose, la transmutation de ce que nous appelons le monde et notre vie en commun. Nous tracerons un certain parcours vers cette possibilité depuis laquelle nous sommes partis. Repenser, réengager, réactiver notre parole philosophique dans un désir d'avenir. C'est pourquoi nous avons choisi des textes à la fois ébranlés, si j'ose dire, et qui exigent un espoir qui ne lâche pas, devant la catastrophe ou devant les catastrophes de l'histoire. Alors, Charlotte va nous lire un passage de Franz Rosenzweig et par la suite, nous allons le commenter. Un extrait de L'étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig. Si la philosophie ne voulait pas se boucher les oreilles devant le cri de l'humanité angoissée, elle serait tenue de prendre son point de départ et de partir en étant consciente de ce fait. Le néant de la mort est un quelque chose. Chaque néant renouvelé de la mort est un nouveau quelque chose, qui épouvante toujours à nouveau, qu'il est impossible de passer sous silence ni de faire taire. Et au lieu du néant, un et universel, qui, devant le cri de l'angoisse de la mort, plonge sa tête dans le sable, un néant qu'elle veut laisser seul précéder la connaissance, une et universelle, la philosophie devrait avoir le courage de prêter l'oreille à ce cri et de ne pas fermer ses yeux devant la terrible réalité. Le néant n'est pas rien, il est quelque chose. À l'obscur arrière-plan du monde se dresse, comme son inépuisable présupposé, 1000 morts. Au lieu du néant, un qui serait réellement rien, se dresse 1000 néants qui sont quelque chose, justement parce qu'ils sont multiples. La multiplicité du néant que la philosophie présuppose, la réalité de la mort impossible à bannir du monde, qui s'annonce dans le cri impossible à étouffer ses victimes, ce sont elles qui font de la pensée fondamentale de la philosophie la pensée de la connaissance une et universelle du tout, un mensonge, avant même qu'elle soit pensée. Quelques mots sur les conditions dans lesquelles a été écrit l'étoile de la rédemption. Die Stern, comme on dit. L'étoile. Alors le livre, c'est très très intéressant. Le livre a été rédigé sur des cartes postales envoyées entre 1917 et 1918 à la mère de Rosenzweig, donc des cartes que Rosenzweig a envoyées à sa mère depuis les tranchées des Balkans en pleine Première Guerre mondiale. Ce texte témoigne de l'effondrement de l'Europe et plus encore de l'écroulement d'une certaine rationalité, celle qui aura toujours prétendu se consolider au cœur des catastrophes historiques, et où celles-ci n'auront été que des sacrifices, voire des moyens au nom de la justification de l'ordre de la raison. Rosenzweig affirme la nécessité d'une certaine interruption, d'une certaine suspension de la conception de l'histoire telle qu'elle aura été pensée en philosophie. Nous le voyons ici entamer quelque chose comme une contre-histoire. Contre-histoire à la conception traditionnelle de l'histoire, dont la signification profonde et avérée aura toujours été, d'intégrer et de dépasser l'événement historique singulier dans le mouvement du sens, dans le mouvement de la raison, dans le mouvement de la raison de l'histoire. Une histoire qui aura toujours cherché à s'auto-légitimer en cicatrisant toujours trop vite ses blessures, en appropriant les événements catastrophiques dans et par un sens justifiant,
de tout ce qui arrive et peut arriver dans l'histoire. Cette contre-histoire de Rosenzweig, de Franz Rosenzweig, de l'étoile, comme on dit, entend repenser l'histoire elle-même, non pas à partir du sens, mais à partir du cri. Et donc depuis ce qui ne se laisse pas pacifier, ce qui ne se laisse pas réconcilier dans la persévérance d'un sens aussi ample et englobant soit-il. Le cri évoqué par Rosenzweig ici, et dont parlait, que citait, dans le passage que citait Charlotte, ne s'intègre pas dans l'histoire. Il est inassumable par l'histoire. Or, lorsque nous disons que le cri est inassumable par l'histoire, cela ne saurait signifier qu'il n'affecte pas l'histoire ou qu'il serait comme un moment hors de l'histoire, qui n'émouverait nullement le sens de l'histoire. L'inassumable cri, bien au contraire, exige de reconduire le sens de l'histoire tout autrement et donc commande une reformulation du sens de l'histoire. Alors, ce cri vient fracturer, nous dit Rosenzweig, et percer le sens de l'histoire afin de le reconduire, nous l'avons dit, vers une modalité autre et tout autre du rapport à notre histoire. Le cri, c'est en quelque sorte pour Rosenzweig l'instant singulier, et il insiste beaucoup sur la question de la singularité, qui vient, tel l'événement, rompre la trame et la persévérance du sens de l'histoire afin de l'ouvrir à une autre source du sensé. Une autre source du sensé à laquelle l'histoire se doit de se confronter. La singularité impossible à intégrer, cette singularité inévitable des victimes de l'histoire, qui, si on la réappropriait dans un sens de l'histoire, n'engagerait qu'un mensonge, dit-il. Le mensonge de la philosophie une et universelle, de la philosophie totale, totalisante. Le mensonge ici évoqué par Rosenzweig, c'est ce mouvement où l'histoire, poussée dans la persévérance de son propre sens et l'affirmation de sa raison, qui la justifie, ne fait que se dire soi-même en prétextant, en se déployant toujours avant l'événement historique. Comme s'il n'y avait pas d'événement en fait. Car voici le mensonge de l'histoire que découvre Rosenzweig, des philosophies de l'histoire que découvre Rosenzweig, sous les apparences d'une prise en compte et en charge de l'événement historique, de l'événement douloureux, de l'événement catastrophique, du traumatisme, sous les apparences d'une prise en charge du trauma, le sens de l'histoire ne fait au fond que précéder l'événement pour ne perpétuer que son propre déploiement, son propre sens. En vérité, l'histoire s'inscrit avant l'événement comme sens de l'événement. L'histoire présente sa structure de l'événement, sa présence avant l'événement lui-même ou sa singularité. Le cri des victimes, dont parle Rosenzweig, des mourants que nous sommes, des victimes aussi de la Première Guerre mondiale dont il parle, et rappelez-vous que c'est un livre de philosophie écrit depuis les tranchées. Le cri des victimes, le cri des mourants, la singularité inintégrable, dit-il, de la mort en laquelle se cachent et se dissimulent d'innombrables autres morts, tout aussi singulières et injustifiables, ce cri demeure inaudible pour la philosophie une et universelle. Inaudible pour le principe de raison, pour la philosophie calquée sur le principe de raison. Pour la philosophie et le principe de raison à l'œuvre dans l'histoire, dans les conceptions philosophiques de l'histoire, trop engagé dans la perpétuation de son auto-justification. Rosenzweig cherchera donc à penser l'événementialité dans l'histoire sans la rattacher nécessairement à la raison dans l'histoire, et ce au nom du cri inassimilable à la raison de l'histoire, ce cri de la vie désespérée, et ainsi témoignons toujours de l'événement historique dans toute sa singularité, impardonnable, inconsolable, irréparable. Laura, le texte de Walter Benjamin. Extrait de Expérience et pauvreté tiré de œuvres. Dans nos manuels de lecture figurait la fable du vieil homme qui, sur son lit de mort, fait croire à ses enfants qu'un trésor est caché dans sa vigne. Ils n'ont qu'à chercher. Les enfants creusent, mais nulle trace de trésor.
Quand vient l'automne, cependant, la vigne donne comme aucune autre dans tout le pays. Ils comprennent alors que leur père a voulu leur léguer le fruit de son expérience. La vraie richesse n'est pas dans l'or, mais dans le travail. Ce sont des expériences de ce type qu'on nous a opposées, en guise de menace ou d'apaisement, tout au long de notre adolescence. C'est encore morveux et ça veut donner son avis. Tu en as encore beaucoup à apprendre. L'expérience, on savait exactement ce que c'était. Toujours les anciens l'avaient apporté aux plus jeunes. Brièvement avec l'autorité de l'âge sous forme de proverbe, longuement avec sa faconde, sous forme d'histoire, parfois dans des récits de pays lointains, au coin du feu, devant les enfants et les petits-enfants. Où tout cela est-il passé ? Trouve-t-on encore des gens capables de raconter une histoire ? Où les mourants prononcent-ils encore des paroles impérissables qui se transmettent de génération en génération, comme un anneau ancestral? Qui, aujourd'hui, sait dénicher le proverbe qui va le tirer d'embarras, qui chercherait à clouer le bec à la jeunesse en invoquant son expérience passée? Non, une chose est claire, le cours de l'expérience a chuté. Et ce, dans une génération qui fit en 14-18 l'une des expériences les plus effroyables de l'histoire universelle. Le fait, pourtant, n'est peut-être pas aussi étonnant qu'il y paraît. N'a-t-on pas alors constaté que les gens revenaient muets du champ de bataille, non pas plus riches, mais plus pauvres en expériences communicables? Ce qui s'est répandu 10 ans plus tard dans le flot des livres de guerre n'avait rien à voir avec une expérience quelconque, car l'expérience se transmet de bouche à oreille. Non, cette dévalorisation n'avait rien d'étonnant, car jamais expérience acquise n'ont été aussi radicalement démenties que l'expérience stratégique par la guerre de position, l'expérience économique par l'inflation, l'expérience corporelle par la faim, l'expérience morale par les manœuvres des gouvernements. Une génération qui était encore allée à l'école en tramway hippomobile se retrouvait à découvert dans un paysage où plus rien n'était reconnaissable, hormis les nuages, et au milieu, dans un champ de force traversé de tensions et d'explosions destructrices, le minuscule et fragile corps humain. Il faudrait longuement commenter ce texte à propos de la Première Guerre mondiale, écrit en 1933 et signé Walter Benjamin. Texte extraordinaire. Il faudrait minutieusement, si minutieusement que possible, s'attarder sur chacune de ces phrases, tant ce vers quoi elles projettent la pensée est abyssal. Car pour Benjamin, pour Walter Benjamin, ce qu'il appelle l'autre pensée, que celle armée de signifiants philosophiques fonciers, justement, et de l'ordre du sens, de l'ordre de la raison, fait fond sur un abîme. Et toute la question sera de penser au cœur de l'abîme. Or, remarquons d'abord que Benjamin ne pense pas la pauvreté de l'expérience, et ce, contrairement à toute la tradition, comme possibilité, un signe d'accéder à un quelconque au-delà de l'expérience, à une connaissance plus ample, plus riche, plus affranchie de l'expérience. Nous voyons ici le penseur distinguer l'autre pensée de la tradition philosophique et de ses réflexes. Le traumatisme ne saurait être la condition d'une constitution plus approfondie de l'identité du sujet. Si vous voulez, l'angoisse ne saurait être l'ouverture préalable à une compréhension authentique de l'être, comme dit Martin Heidegger. Bien plutôt, le geste de Benjamin interrompt lui aussi, un peu comme Rosenzweig, cherche à interrompre ce type de dialectique en vue de repérer au cœur de la pensée philosophique elle-même un témoignage singulier qui se soustrait à toute modalité de réflexivité constituante. Qu'est-ce à dire ?
Ça veut dire que l'événement de la catastrophe pour Benjamin, de la catastrophe historique, ici la Première Guerre mondiale, ne cesse d'ouvrir au cœur de toute expérience un abîme incommunicable de l'expérience. Hein, les gens reviennent pour la première fois, je ne sais pas si c'est vrai, si on peut le dire comme ça, mais en tous les cas, les gens reviennent muets du champ de bataille. Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous passés d'une richesse de l'expérience, de sens, de connaissances transmises de génération en génération, à l'abîme de l'expérience, à cet infini tourbillon d'appauvrissement de l'expérience, happant, minant toute communication possible, tout le rapport traditionnel en philosophie entre expérience et communication, entre expérience et parole, toute possibilité de conter, de raconter. Benjamin commence par raconter ce que l'on nous aura raconté depuis toujours, une fable, celle d'un vieil homme mourant, mais riche de toute une vie d'expérience, vieil homme qui se met à raconter à ses enfants et ses petits-enfants que se loge dans la vigne un trésor. Ce trésor n'est pas un objet, il est le fruit de son expérience, c'est-à-dire le travail. Le travail, l'expérience éveille un certain travail. De quel travail s'agit-il ici? De ce travail qui consiste à communiquer au prochain, comme au lointain, au survivant présent, comme aux générations à venir, le sens vécu et la connaissance acquise au fil des jours et des années d'une vie vécue au contact du réel. Or, Benjamin s'exclame: où tout cela est-il passé? La réponse à ces questions ne vient pas dans le texte. Benjamin ne s'en tient qu'à rappeler le fait brut. Le cours de l'expérience a chuté, une expression un peu économique, je crois. Le cours de l'expérience a chuté, et ce, dans une génération qui fit de 14-18, en 14-18, l'une des expériences les plus effroyables de l'histoire universelle. Or, ce fait brut, en vérité, demeure indescriptible. Et c'est peut-être là tout le geste de Benjamin dans ce texte. Montrer en quoi l'expérience de la Première Guerre mondiale, l'expérience de cet événement historique singulier et singulièrement catastrophique, aura détruit l'expérience elle-même. C'est ce que l'on appelle expérience. Tout se passe comme si l'expérience ne cessait de se perdre en son exercice propre et de s'évider en un sans fond à même son vécu. Or, comment approcher cet abîme de l'expérience? Depuis quel lieu? Question philosophique. Pouvoir ou savoir aborder ce qui ne se donne à l'expérience qu'en l'évidant de toute possibilité. De toute possibilité de se dire, de se reconnaître, de se communiquer, de se transmettre. Ces questions laissent derrière une certaine notion d'expérience. C'est un geste très radical. Benjamin insiste en effet, l'événement singulier de la catastrophe historique ne peut s'intérioriser, s'approprier. Or, c'est comme ça qu'on définit l'expérience traditionnellement. Encore moins se dépasser ou se surpasser dans l'expérience, en les inscrivant dans l'horizon d'une compréhension. C'est tout le contraire qui se produit face à l'événement, c'est l'expérience qui se délaisse elle-même, nous l'avons dit, et pour ainsi dire, présente sa démission, présente sa destruction, son impossibilité de faire comme si elle arrivait toujours à sentir, à voir et donc à parler et communiquer. L'expérience est devenue par elle-même muette. Elle est maintenant ni pleine, comme si elle pouvait encore transmettre, ni non plus vide, comme si elle pouvait encore accueillir d'autres expériences, mais ruinée, dévastée, désastrée, sans astre. Mais ces questions aussi ouvrent à une pensée entièrement reprise, reformulée et relancée, non pas à une pensée de la reprise, de la reformulation et de la relance. Non, Benjamin se tient très loin, et pour cause de cette tournure rusée de la philosophie, de cette vieille astuce philosophique où la raison, le sens, la réconciliation, le dépassement de la singularité du mal, de la mort, la simple guérison inévitablement liée à l'oubli, l'absolution, le deuil en vient à se redonner la justification de leur économie propre. Benjamin exige de la pensée un tout autre engagement, et c'est pour cela que nous lisons ensemble Benjamin ce soir, parce qu'il exige de la pensée cet autre engagement. C'est ça qui nous intéresse. Il lui commande de se mesurer toujours à cette phrase de Benjamin, qui n'est pas dans le texte qu'a lu Laura. Je le cite, « Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe. » Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe.
Et donc, pour ne pas sombrer jusqu'à se perdre dans la catastrophe de l'expérience, de l'incommunicable, de l'intransmissible, du mutisme et ultérieurement de l'abîme et du néant, il nous faut changer. Il nous faut se déplacer, se transfigurer. En somme, il faut non pas devenir autre, s'aliéner pour mieux revenir à soi, se perdre un temps pour mieux se reprendre, mais retraduire entièrement notre tradition philosophique, la retraduire entièrement, et comme par bond discontinu ou saut asymétrique, inventer une toute autre langue pour exprimer non seulement en quoi l'évidement de l'expérience nous est arrivé, mais aussi et surtout pouvoir penser et agir depuis un point zéro, c'est son expression, un point zéro. C'est dire un point où la pensée et l'agir puiseraient leur responsabilité dans ce qui ne s'inscrit pas ou plus, ou pas encore dans l'expérience. De ce qui ne se donne pas ou plus ou pas encore à l'expérience, ni ne se transmet, ni ne s'exprime dans et par l'expérience. L'interruption, la suspension, la possibilité d'arrêter le cours de l'expérience comme le cours de l'histoire en leur faisant subir une transformation inédite. Alors, Charlotte, je te laisse lire Lévinas. Alors, c'est un extrait de La souffrance inutile dans Entre nous. C'est peut-être le fait le plus révolutionnaire de notre conscience du XXe siècle, mais aussi un événement de l'histoire sainte, que la destruction de tout équilibre entre la théodicée explicite et implicite de la pensée occidentale et les formes que la souffrance et son mal puisent dans le déroulement même de ce siècle. Siècle qui, en 30 ans, a connu 2 guerres mondiales, les totalitarismes de droite et de gauche, hitlérisme et stalinisme, Hiroshima, le goulag, les génocides d'Auschwitz et du Cambodge, siècle qui s'achève dans la hantise du retour de tout ce que ces noms barbares signifient. Souffrance et mal imposés de façon délibérée, mais qu'aucune raison ne limitait dans l'exaspération de la raison devenue politique et détachée de toute éthique. La disproportion entre la souffrance et toute théodicée se montra à Auschwitz avec une clarté qui crève les yeux. Sa possibilité met en question la foi traditionnelle multimillénaire. Le mot de Nietzsche sur la mort de Dieu ne prenait-il pas dans les camps d'extermination la signification d'un fait quasi empirique ? Elle rend impossible et odieux tout propos et toute pensée qui l'expliquerait par les péchés de ceux qui ont souffert ou sont morts. Mais cette fin de la théodicée qui s'impose devant la démesurée épreuve du siècle ne révèle-t-elle pas, du même coup, d'une façon plus générale, le caractère injustifiable de la souffrance dans l'autre homme, le scandale qui arriverait par moi, justifiant la souffrance de mon prochain, de sorte que le phénomène même de la souffrance dans son inutilité est en principe la douleur d'autrui. Pour une sensibilité éthique, se confirmant dans l'inhumanité de notre temps, contre cette inhumanité, la justification de la douleur du prochain est certainement la source de toute immoralité. Donc ce texte tardif de Lévinas intitulé « La souffrance inutile », juste pour retracer un petit peu ce que nous essayons, ce que nous tentons de déployer ou plutôt d'inventer, c'est nous tentons de tracer un certain fil, celui de la singularité. Celui de la singularité. Quand Raphaël parlait justement à propos de Benjamin sur ce qui ne peut pas s'inscrire dans l'expérience, eh bien c'est précisément la singularité de l'altérité. C'est de ça que nous allons parler maintenant avec Lévinas. La singularité de l'altérité qui ne s'inscrit pas dans l'expérience, c'est-à-dire la singularité de la souffrance ou la singularité de la douleur. Donc ce texte tardif de Lévinas intitulé « La souffrance inutile » tourne autour de la grande question philosophique de la théodicée. Alors qu'est-ce que la théodicée ? La théodicée, le plus souvent associée au grand philosophe allemand Leibniz, est l'idée que se promet, toujours dans l'histoire,
la survenue d'une bonté et d'une bienfaisance au-delà du mal vécu, au-delà de la souffrance, au-delà des blessures, au-delà de la déchirure de l'histoire, et qui viendrait, pour ainsi dire, l'intérioriser, l'incorporer dans l'histoire. C'est ça l'idée de la théodicée, qui a une bienfaisance au fait, au mal vécu. Eh bien, Lévinas, dans ce geste hyper critique, et il faut bien insister sur le sens de hyper critique, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus loin que la simple critique de la théodicée. Il veut mettre un excès de critique sur la critique. On va y venir. Nous intéresse ici parce qu'il met le doigt sur la puissante logique de justification ou d'auto-justification œuvrant dans l'histoire de la philosophie, en ce que celle-ci suppose toujours une théodicée. Or, dans ce texte, Lévinas questionne la théodicée de façon radicale, à la fois la théodicée traditionnellement conçue comme chez Leibniz, mais aussi cette théodicée, pour ainsi dire, sécularisée que nous retrouvons chez les modernes, qui auront cherché justement à la traduire en un discours rationalisé, universel et universellement partageable ou communicable. Nous voyons ici Lévinas, un peu comme Benjamin, s'insurger contre la possibilité même d'inscrire et d'approprier les souffrances de l'histoire dans le récit auto-justifiant ou la narration justificatrice d'une théodicée du sens. Tout se passerait comme si Lévinas exigeait, encore ce mot, exigence, responsabilité, exigeait de la philosophie un face-à-face radical avec la singularité des catastrophes historiques elles-mêmes, en marquant chaque fois une certaine halte, un stop, un peu comme chez Benjamin, dès qu'il s'agirait de les approprier dans le déploiement d'un sens généralisé de l'histoire. Alors la grande question maintenant, la grande question philosophique qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait halte au mouvement de l'histoire ? Qu'est-ce qui peut arrêter ou interrompre ce mouvement du sens de l'histoire, qui intègre tout événement, aussi mal soit-il, dans le déploiement d'une raison de l'histoire? Qu'est-ce qui impossibilise, pour ainsi dire, la réalisation ou l'achèvement du sens devant l'événement historique singulier? Ce sont, pour Lévinas, et c'est là sa réponse à la fois radicalement singulière et profondément responsabilisante. Et responsabilisante ici s'inscrit dans l'idée d'un espoir. Ce n'est pas une responsabilité qui vient nous écraser. Au contraire, c'est une responsabilité qui vient éveiller l'espoir de la subjectivité, justement. Ce sont ces innombrables vécus à même les corps exposés à l'événement historique singulier, là où la corporéité des corps se voit fragilisée et mutilée avant toute rationalisation, avant tout ordre du sens, avant qu'il ne soit réapproprié dans l'ordre du sens, bouleversant ainsi l'ordre de l'histoire. Voyez, ce que Lévinas exige ici, c'est de se confronter à la nudité irréductible du corps humain. Et c'est d'abord et avant tout apprendre à dire la souffrance inassumable. La souffrance est quelque chose de radicalement inassumable pour l'histoire. Inassumable, puis c'est marquer le fond insensé, donc le non-sens de la souffrance et de la douleur, pour non pas la laisser dans l'insignification, au contraire, pour la signifier autrement que comme le ressort ou comme l'essence de l'histoire. C'est ce que Lévinas nomme précisément la souffrance inutile. La souffrance est inutile parce qu'elle ne sert pas à l'histoire, elle n'est pas utile à l'histoire. Alors comment penser, à partir du scandale de cette souffrance vécue à même le corps humain et qui demeure singulièrement inassumable au regard d'un sens de l'histoire? Alors, à cette question qui est bouleversante pour l'histoire de la philosophie, qui est bouleversante et qui est radicalement changeante pour toute l'histoire de la philosophie,
et Lévinas était un expert à bouleverser les questions traditionnelles de la philosophie, Lévinas apportera une certaine direction et une orientation. C'est là que s'inscrit le positif, et j'espère que vous le voyez. Loin de classer cette question sans suite en l'inscrivant dans une théodicée, ou encore à l'aune d'une sécularisation de l'idée directrice propre à toute théodicée, à savoir la justification des mots de l'histoire dans un plan d'ensemble prédéterminé, la tentative lévinassienne sera de penser à partir de l'insensé. Pour Benjamin, c'était de penser à partir de l'abîme. Pour Rosenzweig, c'était de penser à partir du cri. Pour Lévinas, c'est penser à partir de l'insensé, depuis le scandale de cet insensé que revêtent la douleur et la souffrance vécues à même le corps humain. Autrement dit, Lévinas engagera la pensée philosophique à se mettre à l'écoute de l'exceptionnalité de la souffrance dans l'histoire. L'exceptionnalité, ce que peut-être n'a jamais pensé l'histoire de la philosophie. L'exceptionnalité de la souffrance. La souffrance en tant qu'elle est inassumable et insensée est à chaque fois singulièrement, voilà la thèse, une exception dans l'histoire. Ne pas penser cette exceptionnalité de la souffrance, se refuser à la penser, comme a fait la tradition philosophique et notamment la théodicée, se refuser à la penser, donc en lui préférant la trame d'une épopée historique agencée et coordonnée en fonction d'une justification et ainsi d'une pacification de l'histoire, est très certainement, et pour reprendre ici le mot de Lévinas que vient de citer Charlotte, la source de toute immoralité. D'où l'extraordinaire hypothèse engageant ce que nous avons appelé plutôt une hyper-critique des philosophies de l'histoire qu'entreprend ici Lévinas. La douleur et la souffrance, leur exceptionnalité singulière, je reprends ces mots évidemment, inscrivent, c'est-à-dire comme une écharde dans la peau, incisent dans le sens de l'histoire plus et autrement que la compréhension à l'aune d'une raison de l'histoire. Voilà. Elles incisent dans le sens de l'histoire un plus et un autrement que la compréhension à l'aune d'une raison de l'histoire. Elles incisent, et là vous allez vous rappeler de ce que disait Rosenzweig, elles incisent un néant, un rien, voire une absence et une béance, un vide irrécupérable et inassimilable. Elles incisent une percée sans destination ni horizon. Tout le contraire de ce que Hegel, le grand philosophe Hegel, disait jadis des blessures de l'histoire qui guérissent sans laisser de traces ou de cicatrices. Lévinas introduit le pour rien de la douleur et de la souffrance dans l'histoire. Pour rien qui donc ne sert à rien dans l'institution et la constitution d'un sens présupposé et justifiant de l'histoire. C'est pourquoi Lévinas dit de la douleur, de la souffrance vécue à même le corps nu et mutilé, et donc de la violence, qu'elle est toujours inutile, c'est-à-dire inutilisable, et ainsi inexploitable, et donc irréappropriable dans ou par la narration d'une histoire rationnelle du sens de l'humain. Dire de la douleur, et donc de la souffrance, qu'elles sont inutiles, inutilisables, inexploitables, irréappropriables, tous ces mots en négatif, pour ainsi dire, ne sauraient signifier qu'elles ne sont pas ou ne sauraient affecter l'être humain dans son devenir historique. Non, c'est tout le contraire. La souffrance, en ce qu'elle est inutile, marque l'être humain au-delà et en deçà des modalités qui se contenteraient de l'inscrire dans son histoire. L'appel éthique de Lévinas, eh bien, le voici. Pensons l'autrement que le grand récit historique qui s'étend de la Grèce jusqu'à la modernité et qui aura tout entièrement consacré l'essence de l'histoire dans une réconciliation, une pacification de la singularité de la douleur, de l'exceptionnalité de la souffrance, de l'unicité du mal, qui se voit ainsi réduit à n'être que des moments de la constitution d'une raison, toujours trop vite consolante. S'ouvre ici, non pas par via negativa, mais bien plutôt par une vigilance sans borne, ni limite, face à la singularité exceptionnelle et irréductible, irréappropriable et incatégorisable de la souffrance,
une responsabilité. C'est ça le mot-clé pour Lévinas. Une responsabilité que rien ne peut ni ne sait circonscrire ou contenir. Une responsabilité au nom de la singularité de la souffrance de l'autre humain. Responsabilité donc de l'excès, s'excédant toujours, sans fin, devant la souffrance vécue de l'autre être humain, de l'autre corps qui est inexpérimentable. Comme si cette responsabilité se devait de toujours faire plus que ce que l'on demandait d'elle, plus que ce qu'elle se donne comme tâche ou comme horizon moral, plus que ce qu'elle ne peut face à l'autre dans sa vulnérabilité. Maintenant, Laura nous lira le dernier texte de la soirée, celui de Jean-François Lyotard. Extrait de Pourquoi philosopher ? Nous nous demandions, mais à quoi sert de philosopher, puisque la philosophie de son propre aveu ne referme aucun dossier, ne conclut aucun système et, strictement parlant, ne mène à rien. Nous répondrons ceci. Vous n'échapperez pas au désir, à la loi de la présence-absence, à la loi de la dette. Vous ne trouverez aucun refuge, pas même dans l'action, qui, bien loin d'être un abri, vous exposera plus ouvertement que n'importe quelle méditation à la responsabilité de nommer ce qui doit être dit et fait, c'est-à-dire d'enregistrer, d'entendre et de transcrire à vos risques et périls la signification latente dans le monde sur lequel, comme on dit, vous voulez agir. Vous ne pouvez transformer ce monde qu'en l'entendant, et la philosophie peut bien avoir l'air d'un ornement sclérosé, d'un passe-temps de demoiselle de bonne famille, parce qu'elle ne produit pas des avions supersoniques ou parce qu'elle travaille en chambre et n'intéresse presque personne. Elle peut être tout cela, et elle l'est réellement. Il reste qu'elle est, ou peut être aussi, ce moment où le désir qui est dans la réalité vient à lui-même, où le manque dont nous souffrons en tant qu'individu ou en tant que collectivité, où ce manque se nomme et en se nommant se transforme. Mais ce manque, direz-vous, cesserons-nous enfin de l'éprouver ? La philosophie nous dit-elle quand, comment nous pouvons en finir avec lui ? Ou bien, si elle sait, comme elle a l'air de le savoir aujourd'hui, que ce manque est notre loi, que toute présence se donne sur fond d'absence, alors n'est-il pas légitime, raisonnable, de désespérer, de s'abrutir ? Mais vous ne trouverez pas refuge non plus dans la bêtise, car n'est pas brute qui veut. Il vous faudrait refuser la communication et l'échange, il faudrait que vous obteniez le silence absolu. Or, il n'y a pas de silence absolu, justement parce que le monde parle déjà, même si c'est d'une façon confuse, et que vous-même continueriez au moins de rêver, ce qui en dit déjà bien trop quand on ne veut plus rien entendre. Voici donc pourquoi philosopher. Parce qu'il y a le désir, parce qu'il y a de l'absence dans la présence, du mort dans le vif, et aussi parce qu'il y a l'aliénation, la perte de ce qu'on croyait acquis, et l'écart entre le fait et le faire, entre le dit et le dire, et enfin parce que nous ne pouvons pas échapper à cela. Attester la présence du manque par notre parole. En vérité, comment ne pas philosopher ? Cette soirée touche à sa fin et nous l'avons nommé Désir de philosopher. Et nous venons de l'entendre dans le texte que vient de citer Laura, ce texte de Jean-François Lyotard, tiré d'une conférence au fait prononcée en 1964 sous le titre Pourquoi philosopher ? Nous l'avons nommé ainsi pour révéler dans le désir ou dans les désirs ce qui ne relève pas d'un choix, ce qui déborde et dépasse une quelconque décision volontaire.
les désirs de philosophie s'imposent à nous, au fait, et nous commandent à philosopher urgemment et dans l'urgence vers l'avenir, en ce qu'il est indissociablement lié au passé, au cœur de notre actualité. Mais ce commandement à philosopher, entièrement animé, entièrement éveillé par ces désirs de philosophie au pluriel, où nous mènera-t-il? Vers quel cap? Sommes-nous contraints et condamnés, comme disait Sartre, condamnés à reproduire les mêmes schémas de pensée qui auront travaillé la philosophie depuis toujours? Ou bien prendrons-nous le risque de philosopher autrement? Et à partir de ce qui demeure irréductible au sens, irréductible à l'expérience, irréductible à la raison, toujours trop rapidement expéditif de ce qu'il classe et qualifie de non-sens ou d'irrationnel. Osons, comme nous le recommande ici Lyotard, philosopher depuis l'autre de l'expérience, depuis l'autre du sens et de la raison, et donc à partir du désir, de ces désirs multiples qui œuvrent dans le désir, de l'absence, des vies mutilées et oubliées, de l'aliénation, de la perte et du manque. À partir de l'autre, donc, osons philosopher à partir de l'autre qui ne se livre pas, ni ne s'adonne à ce que nous attendons ou à ce que nous avions déjà déterminé et programmé pour lui ou elle. Il y va ici donc d'un certain témoignage, non pas de ce que nous sommes, ni de ce que nous devrions être, mais de ce qui en nous dit toujours le peut-être. Un peut-être qui exprimerait toujours plus, toujours autrement, toujours excédant et débordant ce que l'être ou le devoir être conditionne pour l'être humain. Un peut-être qui serait donc plus du possible que de l'être et qui n'hésiterait pas à abandonner l'être pour se mettre à formuler de multiples possibles, ailleurs que dans l'être, ou encore tout autrement que l'être. Désir de philosophie, c'est peut-être chercher perpétuellement et incessamment désirer l'autre que l'être, comme si nous nous libérions de la prévision pour inventer une promesse à partir non pas d'une idée fixe et fixée de l'être humain, ou de l'être de l'histoire, ou encore du sens de l'humain ou de la raison de l'histoire, mais comme s'il fallait, voilà peut-être l'urgence dont nous parlions ce soir, toujours tout commencer pour singulièrement promettre. Nous pourrions ici paraphraser Derrida, qui dans Spectre de Marx disait à peu près « Là où nous risquerions de se départir d'un certain concept déterminé de l'homme, un humain qui se sera toujours composé et constitué dans la garantie et l'assurance de son horizon, et dans la prétention de coordonner le sens de tout ce qui lui advient dans son avenir, tout comme de tout ce qui lui revient de son passé, là, l'humanité pure de l'homme, c'est-à-dire pure du concept déterminé de l'homme, là, peut-être, l'humanité de l'autre homme et de l'homme comme autre commence ou a enfin la chance de s'annoncer, de se promettre. Là où s'achève l'histoire, là où finit un certain concept déterminé de l'histoire, là où nous prendrions le risque de délaisser et d'abandonner une idée de l'histoire qui réussirait toujours trop bien à incorporer, à intégrer, à signifier, à rationaliser, à comprendre et à justifier les souffrances, les douleurs, les maux et les catastrophes singulières passées, en prédéterminant ainsi tout événement à venir à l'aune de cette même intention de sens et signification de la raison consolante, là, en abandonnant cette idée usée, frelatée de l'histoire, là précisément, une autre histoire pourrait peut-être commencer. Là, enfin, elle aurait peut-être la chance de s'annoncer, cette autre histoire, cette autre pensée dont parlaient Benjamin et Rosenzweig,
là, enfin, elle aurait la chance de s'annoncer et de se promettre. En effet, devant cette chance, la chance de cette annonce, l'espoir de cette annonce, face à cette promesse et de ce qui s'y promet pour nous, aujourd'hui, au nom de notre passé, mais surtout pour notre avenir, comment, comme disait Lyotard, ne pas philosopher? Merci.